Bonjour à tous, dans cet épisode, je me suis entretenu avec Arthur Forissier. Arthur est cross-triathlète de haut niveau. Nous avons enregistré cet épisode au Parc de l'Europe à Saint-Étienne. Il est donc possible qu'il y ait des bruits d'enfants qui jouent ou des personnes faisant leur jogging en arrière-plan. Bonne écoute. Bonjour Arthur, merci d'avoir répondu à mon invitation et d'être rendu disponible pour mon entretien d'aujourd'hui. Donc Arthur, tu es né en 94 à Saint-Étienne. Oui. Tu as donc 29 ans, tu es triathlète spécialisé dans le format cross du triathlon et notamment de sa célèbre franchise le Xterra. Tu as accroché à ton palmarès plusieurs médailles, plusieurs titres dont champion de France, champion d'Europe, du monde. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette présentation ? Ça dépend en combien de temps on a. Ouais, non, c'est déjà relativement complet. Effectivement, je suis né à Saint-Étienne et c'est important pour moi. C'est vraiment un endroit que j'apprécie. C'est ici que je vis, c'est ici que je m'entraîne. Et je pense que le fait de vivre et de m'entraîner ici, ça m'a permis, ça m'a aidé un petit peu dans ma performance parce qu'on a un sacré terrain de jeu. Donc voilà pour ça. Après le triathlon, j'y suis venu relativement sur le tard parce que j'ai commencé milieu de lycée. J'ai découvert en fait par hasard au milieu du lycée et je venais du vélo moi de base, donc c'est à cette période-là que j'ai commencé à nager. Donc la natation était et demeure un peu mon point faible. Ton cheval de Troie. Voilà, c'est ça. Rapidement, en fait, du triathlon, je suis passé sur le cross triathlon parce que je venais quand même du VTT et c'est ce que j'aime. Enfin, être dans les bois, c'est plus sympa pour moi qu'être en ville. Donc voilà, par affinité, je suis passé assez rapidement sur le cross triathlon. Je m'y suis plu. Et du coup, ouais, j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui me suit depuis mes premiers pas en triathlon, qui m'a vachement fait progresser. Et du coup, ça m'a permis de commencer à progresser dans les classements, gagner quelques courses et en faire mon activité principale. Donc maintenant, je suis triathlète quasiment à plein temps. Ok, super. J'ai pu lire des articles qui expliquaient que tu venais d'une famille de sportifs, donc évidemment il y a ton frère, mais est-ce que dans ta famille c'était le triathlon, le sport principal, ou il n'y avait pas nécessairement, peut-être que tes parents venaient d'autres sports Ouais, mes parents viennent d'autres sports. Autant on a toujours fait du vélo en famille, notamment pendant les vacances, autant mon père, son sport de base c'est le foot, Okay. Ma mère c'est plutôt le volley, Okay. Et ils connaissaient pas le triathlon, c'est moi qui leur expliquais ce que c'était quand j'ai pris ma première licence. Donc voilà. J'ai une sœur qui qui faisait du hand à haut niveau et qui maintenant a, on va dire, élargi son parcours sportif. Elle touche vraiment à tout. Je pense que c'est elle la plus polyvalente de la famille. D'accord. Et voilà, mon frère qui s'est spécialisé dans le cross triathlon aussi, avec pas mal de réussite. Le triathlon, comme son nom l'indique, donc c'est 3 sports en une course. Donc tu as un peu dit tout à l'heure que ton point fort c'était le vélo et ton point faible la natation. Oui. Donc c'est ça, c'est vraiment ça, c'est ton point. Et au niveau de la course, comment ça se passe alors ? La course, c'est un peu intermédiaire, ça reste un point fort. Mais en fait, plus je progresse et moins il y a de différence entre mes points forts et mes points faibles. J'ai vraiment réussi à pas mal progresser en natation. Donc ça me permet, notamment cette année, j'ai réussi quelques fois à sortir avec le groupe de tête. Donc ça c'est une grande première pour moi. Et après, mon scénario de course un peu favori, c'est quand j'arrive à m'échapper à vélo. Et donc je rentre à T2, donc la deuxième transition en tête, et j'arrive à maintenir mon avance en course à pied. Mais voilà, globalement, c'est de plus en plus homogène dans les 3 disciplines. Ok, très bien. Pour la course à pied et le vélo, à mon sens, on bénéficie d'une géographie favorable. Tu l'as un peu dit d'ailleurs au début. Par contre, pour la nage en eau libre, c'est pas évident. Donc, comment tu fais du coup pour t'entraîner à la natation ici ? Ouais, effectivement, pour la nage en eau libre, c'est un peu plus compliqué à Saint-Étienne. Alors on a la chance quand même d'avoir pas mal de piscines. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des exercices spécifiques à l'eau libre en natation, enfin en piscine. Donc ça passe par beaucoup de cadences, le fait de s'obliger un peu à relever la tête pour regarder devant.
Et ensuite, on profite aussi des déplacements sur les compétitions, d'arriver suffisamment tôt sur place pour pouvoir faire des exercices un peu spécifiques. Parfois, sur quelques stages, on a aussi la chance d'avoir un endroit où on peut nager en eau libre. Mais voilà, on s'adapte un petit peu comme on peut. Donc tu profites quand même de tes voyages quand il y a un point d'eau, qui potentiellement où tu peux nager en eau libre pour aussi en profiter à ce moment-là pour nager en eau libre, quoi. Ouais, exactement. Okay. Là, notamment en début de saison, je suis parti à Taïwan et du coup, j'ai nagé énormément en eau libre sur place. Okay. Donc c'était vraiment l'occasion de le faire parce que c'est rare qu'en avril, c'est rare que fin avril, j'ai autant de séances en eau libre en général. Mais du coup, voilà, c'est joindre un peu l'utile en pratique. Et là, par exemple, quand tu es allé à Taïwan, tu t'y es rendu combien de temps en avance par rapport à la compétition? Alors, j'y suis allé 2 semaines en avance. Okay. C'est plus que ce que je fais habituellement parce qu'à Taïwan, il y a un décalage horaire plus important que sur les autres courses où j'ai l'habitude d'aller. Et il y a aussi un climat qui est très différent et vachement plus différent de ce que j'ai l'habitude de rencontrer. Quand je vais en République tchèque ou en Allemagne, en général, j'arrive 5 jours, une semaine avant au maximum pour repérer les parcours. Mais il n'y a pas d'acclimatation spécifique, il n'y a pas de décalage horaire. Donc ça suffit. C'est quoi? C'est l'humidité dans l'air, les trucs comme ça? Ouais, la température et l'humidité sont vachement plus élevées à Taïwan. Donc ce qui fait que c'est vachement plus difficile de se refroidir et du coup il faut vraiment que le corps ait suffisamment de temps pour mettre en place des mécanismes un peu de défense contre cette chaleur. Ouais, je comprends, ok. Et du coup, pour toi pour l'instant, donc t'as que 29 ans, mais c'est quoi le moment mémorable de ta carrière à nos jours? Qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête si je te dis c'est Taïwan là qui me vient parce qu'on vient d'en parler aussi sûrement. Après, parmi mes meilleurs souvenirs, il n'y a pas que des souvenirs de course qui me viennent. Déjà, il y a beaucoup de souvenirs d'entraînement. Notamment cet été, j'ai passé un mois à Font-Romeu avec des copains à m'entraîner du coup dans les Pyrénées et c'était vraiment un super moment. Donc voilà, et j'ai aussi pas mal de courses sur route, mais en équipe qui me viennent. Quand Saint-Étienne était encore en D2 et que on avait une équipe avec du coup il y avait mon frère dans l'équipe et 3 autres potes et c'était vraiment des grands moments. Le fait de partager ces moments où à la fois on galère incroyablement et qui se soldaient quand même souvent par des jolies places, c'est vraiment des sacrés souvenirs. D'accord. Et tu t'es licencié à Saint-Étienne? Ouais. Okay. Depuis ma première licence jusqu'à maintenant, je suis toujours resté à Saint-Étienne. C'est difficile de... J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Mais ton pire souvenir au contrario, ça peut être quoi? C'est quoi? Là on est descendu en D3 cette année avec l'équipe de Saint-Étienne et ça a fait un peu mal. Surtout que ça s'est joué vraiment à un cheveu. Et je trouve ça vraiment dommage pour le club. Après, il n'y a rien sportivement, il n'y a rien à regretter. C'est notre place, on le mérite, mais ça sonne un peu comme un échec. Et ça fait mal parce qu'on s'est quand même beaucoup investi. Autant les quelques sportifs qui composent l'équipe que le club et le bureau dans tout ça. Et ouais, c'est un regret. D'accord. Mais bon, ça permet aussi d'avoir un objectif de remonter et d'optimiser encore les choses pour faire mieux. Et... Ça marche comment les remontées? C'est tous les ans? Ouais, en gros c'est un championnat de 4 étapes et il y a un classement à chaque étape et du coup à la fin et les 3 meilleurs clubs montent, les 3 plus mauvais clubs descendent et il y a une D1, une D2 et une D3. Okay. Et du coup là on est en D3. D'accord. Et l'objectif c'est de remonter rapidement. Bah ouais, ça serait bien, mais du coup moi je peux pas les aider cette année. J'ai fait aucune étape là parce que ça se coupillait mal au niveau du calendrier. Chaque épreuve de D3 tombait sur une de mes grosses dates, un gros championnat. Je me suis pété la clavicule donc je peux pas les aider pour la finale. Donc ils vont devoir faire sans moi. Et ça me fait chier aussi de ne pas pouvoir les aider. Ouais, on le sent. Tu parles de gestion du temps et c'est vrai que la pratique du triathlon, c'est on sait que c'est hyper chronophage. Du coup, comment tu fais pour organiser tes semaines d'entraînement?
J'ai la chance que le problème soit presque inversé parce qu'en fait on fonctionne avec mon coach de manière à ce que moi le dimanche soir je lui envoie mes dispos de la semaine qui arrive et lui il planifie mon entraînement en fonction de mes dispos. Donc si je sais pas si je dois déménager le mardi, il va pas me mettre 6 heures de vélo le mardi. Et au contraire, si j'ai rien à faire de ma journée, il va pouvoir remplir la journée comme bon lui semble. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt lui qui s'adapte à mes contraintes que l'inverse. Mais d'une manière générale, plus ça va, plus j'arrive à consacrer de temps au triathlon. Et du coup, moins j'ai de contraintes et plus je peux m'entraîner librement. Et plus je peux récupérer librement et plus je peux faire tout un tas de petits trucs qui sont hyper importants comme le temps d'aller faire les courses là où je veux, d'aller cuisiner ce que je veux, de faire ma sieste, de m'occuper de mes vélos, enfin ça prend du temps aussi donc c'est moins la course globalement tout le temps. D'accord. Ton coach, il est loin de Saint-Étienne ou il est Il est à côté de Saint-Chamond. Ok. Vous vous voyez régulièrement? Comment ça se passe du coup? Pas régulièrement, on se voit plutôt en moyenne une fois par semaine, mais parfois c'est le mercredi, parfois c'est le samedi, il n'y a pas de... Ça dépend, enfin lui aussi, il est triathlète, il s'entraîne et il a ses contraintes, donc parfois ça match pas. Ok. Ça dépend. Donc tu as un peu répondu aussi à cette question en intro. Mais du coup aujourd'hui, est-ce que tu arrives en vivre de ton sport ou est-ce que tu es obligé de travailler à côté? Alors en fait, le truc c'est que je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je pense que je pourrais arriver à en vivre, mais ça serait certainement une source de stress énorme parce que la plupart de mes revenus dépendent des primes de course, Okay. donc de mes résultats directement. Ça veut dire que si je travaille pas, je suis obligé de faire des bonnes performances. Du coup, psychologiquement, c'est un peu compliqué. Ça incite aussi à faire des choix de course en fonction de l'argent et pas en fonction du côté sportif ou d'autres choses plus intéressantes à mes yeux. Et du coup, je fais le choix quand même de faire quelques petits trucs à côté parce que ça m'intéresse et parce que ça me permet d'avoir un petit filet de sécurité. Donc voilà, je donne quelques cours au STAPS de Saint-Étienne et je fais un peu d'entraînement à distance en triathlon. D'accord. Et là, je suis particulièrement content de faire ça parce que du coup, je me suis cassé la gueule il y a quelques semaines et du coup, je dois faire une croix sur 7 courses de fin de saison. Donc ça fait des revenus potentiels. En plus, il y avait le classement Coupe du Monde et il y avait les plus grosses courses. Donc ouais, ça me permet quand même de me trouver dans une situation où je suis pas dans la merde, même si sportivement j'ai fait une demi-saison quoi. Voilà où j'en suis. D'accord. Et du coup, t'as des marques qui t'accompagnent, t'as des sponsors qui t'accompagnent ou qui te comment dire qui te font des dotations. Comment ça se passe? Ouais, alors il y a deux cas de figure on va dire. Je suis dans un team qui s'appelle Exatri. Okay. Et avec lequel et grâce auquel on a quelques partenaires. De base, l'idée c'était vraiment un groupe de copains qui se déplacent ensemble pour se serrer un peu les coudes, mutualiser les frais de déplacement, d'hébergement, tout ça. Et ça a quand même pas mal grossi et maintenant on a quelques partenaires, y compris des partenaires financiers, qui mettent pas mal de beurre dans les épinards. Donc ça nous permet d'être plus serein à ce niveau-là. Et après j'ai aussi quelques partenaires plus perso on va dire. Et des aides comme le département de la Loire, la ville de Saint-Étienne, tout ça qui m'aident un petit peu pour couvrir les frais de déplacement, les coûts matériels, ce genre de choses. D'accord, mais ça reste... D'accord, ouais, je comprends. Non, mais je me disais peut-être que tu avais je sais pas, des dotations sûrement... Moi j'imaginais peut-être que tu payais pas tes vélos, que tes déplacements étaient peut-être gratuits, etc. Enfin, ouais, non, c'est pas le cas. Je paye mes vélos. Alors, j'ai la chance d'avoir des remises
parce que j'ai un vélociste qui croit vraiment en ce que je fais et qui fait tout ce qu'il peut pour me baisser au maximum les coûts, mais je paye quand même mes vélos, je paye mes déplacements. Et ouais, globalement, dans le meilleur des cas, c'est moi qui avance et par exemple le département de la Loire me rembourse une partie, mais je n'ai pas grand chose de gratuit. Si, après en matériel, j'arrive à avoir des dotations, notamment les pneus, tous les consommables, les trucs comme ça, on arrive à les avoir en dotation. On a aussi la nutrition, mais en financier, c'est plus compliqué. D'accord. Et juste j'y pense, là, je rebondis là-dessus parce que tu me disais les dotations en matériel. On a les sportifs, souvent maintenant, on a ou des montres ou des compteurs. Comment t'es par rapport à ça, par rapport aux nouvelles technologies, la data? Est-ce que, oui, comment tu te sens par rapport à ça? Vaste sujet. J'utilise peut-être pas trop de différents types de data. Moi, il y a vraiment la fréquence cardiaque que je regarde vraiment quasi tout le temps, un petit peu moins nat parce que c'est plus compliqué de la mesurer. Donc ouais, la fréquence cardiaque, je regarde énormément. À vélo, je regarde beaucoup la puissance avec les capteurs de puissance. Et le reste, pas trop. J'avais essayé un peu par curiosité des lecteurs de glycémie, j'ai pas trouvé un intérêt fou. D'accord. J'ai trouvé ça tellement stochastique que c'est impossible à analyser vraiment. Enfin, ouais, du coup, il y a beaucoup de trucs que je considère plus comme un moyen de se perdre et de surinterpréter plein de choses. Et du coup, après, c'est beaucoup mon coach qui me pousse dans cette direction, mais du coup, on reste sur des trucs relativement simples. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est lui qui t'avait dit de faire les capteurs type Non. capteur Sapiens, Ouais. capteur de Lui, glycémie? justement, il m'avait dit qu'il y croyait pas trop, qu'il n'était pas fan. C'est moi qui insistais parce que je voulais tester par moi-même. Et ben, force est de constater que je suis d'accord avec lui. Ouais, c'est bien, vaut mieux que ce soit ça que l'inverse. Ouais. D'accord. Donc, tu as l'occasion de voyager à l'étranger et puis t'es aussi, donc tu donnes aussi des cours en STAPS. Est-ce que tu penses qu'en France aujourd'hui on en fait assez pour les sportifs en général et pour le sport en général? C'est compliqué parce que je pense que d'un sport à l'autre, il y a des grandes disparités. Nous, en cross triathlon, il y a quand même des fois où on a un peu l'impression d'être des galériens. On n'est pas trop reconnu par la Fédé, on n'est pas trop soutenu non plus par la Fédé. Ouais, enfin, moi j'ai la chance, grâce à mon palmarès et un peu l'équipe que j'ai soudée autour de moi, d'être plutôt un de ceux qui sont le plus aidés, mais il y en a beaucoup qui sont obligés d'avoir un job quasiment à plein temps pour payer leur déplacement un peu à l'autre bout du monde et ils arrivent, ils sont tout seuls sur la course avec un vélo qui sont payés plein tarif et s'ils ont la moindre merde au niveau mécanique, au niveau santé, ben ils rentrent chez eux sans avoir fait la course. Donc en cross triathlon, il y a quand même beaucoup de précarité, même à un niveau relativement élevé. Mais c'est pas forcément vrai pour tous les sports. Bien sûr. Voilà. Donc tu dis qu'en cross triathlon c'est pas nécessairement élevé. Est-ce que tu penses que ça va commencer à plus se professionnaliser? Là on a vu cette année par exemple, je crois que c'est sur l'équipe 21, je vous ai vu cette année, ça commence à se médiatiser, peut-être à un peu plus, oui, à avoir plus globalement de médias qui s'intéressent à vous. Est-ce que tu penses que ça va vous aider ça? J'ai l'impression que ça va dans le bon sens en tout cas. Il y a Xterra qui pousse énormément pour médiatiser, qui crée, là cette année c'était la première fois qu'il y avait une Coupe du Monde, et ils sont en train de vraiment démocratiser les short track, donc des courses un peu plus courtes, qui sont vachement plus télégéniques et ça va dans le bon sens. Donc oui, après je sais pas combien de temps ça prend, et il y a aussi comment dire, le petit, je sais pas si on peut qualifier ça de problème, mais le cross triathlon reste un sport nature et c'est un petit peu incohérent de vouloir en faire un sport de masse et du coup on peut pas emmener 10 000 personnes sur le même chemin pour faire une épreuve qui reste une épreuve sportive parce que
Si c'est la queue leu à vélo parce que tu peux pas doubler, ça n'a plus aucun sens sportif. Donc de par la nature de la discipline, il y a une limite. Et je pense qu'aucun cross triathlète sera jamais une superstar. Donc voilà, après ça, je dis ça, et c'est plutôt une bonne chose à mon sens, parce que c'est pas tellement l'esprit de la discipline, et ça permet d'avoir des gens qui viennent là, non pas pour gagner des millions et pour décrocher des contrats monstrueux et pour une popularité monstre. C'est des gens qui sont là parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment l'esprit, parce qu'ils sont bien là où ils sont. Et ça fait que quand on vient sur Xterra, il y a quand même un esprit qui est super sympa, super agréable. Et même s'il y a des rivalités sportives, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça reste hyper sain comme climat de compétition et c'est super agréable. D'accord. Comme quelque chose qui est un peu comparable à ce qu'on peut trouver en trail ou en cyclisme ultra distance. Ouais. D'accord, ok. Et donc tu disais, ouais, il y a le long track et le short track. Et c'est quoi toi que tu préfères? Eh ben, j'aime bien les deux. Ouais, j'arrive à tirer mon épingle du jeu un peu sur les deux. Et le short track reste hyper fun parce que ça va super vite. Parce qu'au niveau de la densité, c'est vraiment. Il y a un mec à la seconde, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Mais après, le full distance en termes de gestion d'effort, c'est différent et c'est sympa aussi. Donc si vraiment je devais choisir, je pense que je pencherais plutôt pour le short track parce que c'est plus fun. Mais c'est quand même, j'aime les deux, quoi. D'accord. Et vous êtes combien sur une ligne de départ? Alors sur un full, il n'y a pas vraiment de limite. En général, il y a une vague élite, donc sur les plus gros événements, on arrive à être 80 environ. Élite? Ouais. Quand même, ok. Bah, ça s'est densifié chez les élites. Voilà. Et il y a quelques années, il n'y avait pas de vague élite. Donc on partait tous ensemble et il y avait des courses comme le Xterra France où tu pars à 1000. Ouais, là, c'est compliqué. Et ça c'est compliqué, mais ça fait partie du truc aussi. C'est cool, c'est génial. Et quand tu revois les images, ça fait wow. C'était où à Besse? Non, c'est à Gérardmer dans les Vosges. Okay. Ouais. Voilà. Et sur un short track, on est limité à 25. Parce que le parcours est beaucoup plus petit, ça serait compliqué. Et comment ça marche là pour se qualifier? En général, il y a le longue distance le samedi et les 25 plus rapides du longue distance font le short track le lendemain. Ah oui, en plus je le savais, il l'avait dit dans l'équipe, mais au moins ça fera pour... Ouais. Ok, d'accord. Et imaginons demain je m'entraîne comme un malade, je deviens chaud en cross triathlon. Est-ce que moi je peux m'inscrire en tant qu'amateur sur une course de Xterra ou est-ce qu'il faut que je passe des qualifications? Comment ça marche? N'importe qui peut s'inscrire sur Xterra à partir du moment où il a un certificat médical. Pour tous ceux qui ont une licence en club de triathlon, il suffit de faire la démarche en ligne. Pour ceux qui ne sont pas licenciés en cross triathlon, il y a une petite démarche supplémentaire pour avoir ce qu'on appelle un passe journée. En gros, on envoie comme une licence journalière. Ouais, c'est ça, exactement. On envoie le certificat médical à quelqu'un qui valide. Il y a un petit surcoût. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Actuellement, on parlait de certificat médical, du coup ça me fait penser, actuellement t'es blessé, c'est une épreuve que tous les athlètes de toute façon connaissent durant leur carrière. Comment tu la gères pour l'instant cette blessure, que ça soit physiquement et psychologiquement? Ben physiquement super bien, là je sors de la natation donc franchement je récupère étonnamment vite. Et psychologiquement, j'ai l'impression que ça a été moins dur pour moi que pour mon entourage. En fait, comme moi, j'ai vraiment, je peux agir vraiment sur ma blessure et ma capacité à revenir et à récupérer. Je sais quoi faire, je sais si j'ai mal ou si j'ai pas mal, et du coup, voilà, j'ai vraiment l'impression que quand je me suis relevé et qu'il y avait mon vélo par terre, j'ai touché ma clavicule, j'ai senti direct. Et il n'y a pas eu vraiment de moment dur d'acceptation. J'ai compris que ma saison était finie. Mais c'était comme ça, j'avais même pas de regrets. Et j'étais déjà dans la qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir revenir.
Et donc voilà, j'ai la chance d'être super bien entouré. J'ai 2 kinés qui se relaient pour me faire des séances. J'ai eu plein d'avis médicaux différents. Donc ouais, je suis super bien entouré. Tout de suite, ma nutritionniste, elle m'a dit d'augmenter un peu l'apport en protéines. Enfin, j'ai eu plein de conseils de plein de personnes sur plein de sujets différents qui font que j'ai pu récupérer 2 ou 3 fois plus vite que la moyenne. Donc c'est hyper motivant pour moi de récupérer et de progresser vite. Ça te permet Donc, aussi d'apprendre dans cette épreuve, tu vois, peut-être même mieux, d'en apprendre presque plus sur toi, finalement. Mm. Tu sais, l'apport en protéines, les choses comme ça, comment Bah réagir. ouais, carrément, ça fait découvrir un peu des nouvelles choses. Bon, c'est sûr que si tu avais pu t'en passer, tu t'en serais évidemment passé. Ouais. Mais voilà. Mais c'est comme ça, et du coup, à partir du moment où c'est comme ça, on a encore le pouvoir de faire du mieux qu'on peut pour revenir le mieux possible. Yes. Donc là, tu disais, tu as eu 2 kinés à tes côtés. On a parlé de ton coach aussi tout à l'heure. Tu viens de parler aussi de ta nutritionniste. Il y a qui gravite comme ça autour de toi pour t'accompagner dans la performance? Il y a pas mal de monde. Si je fais une liste, j'ai peur d'oublier des gens. Mais déjà, rien. Il y a ma chérie qui m'aide énormément. Elle vient quasiment sur toutes mes courses. Elle me fait tout un travail. Elle gère une partie de mes réseaux sociaux. Elle est tout le temps là à m'attendre à la sortie de la piscine pour garder mon vélo. Enfin, elle fait 1 million de trucs qui, mis bout à bout, m'apportent une aide assez colossale. Après, j'ai le team aussi qui me soulage vachement sur plein de choses, on va dire logistiques. Je crois que de l'année, sur les déplacements qu'on a fait en team, j'ai jamais géré un logement, j'ai jamais géré un trajet. Je me laisse un peu porter par le groupe parce qu'ils font ça super bien et que j'ai confiance en ce qu'ils font. Et du coup, ça me permet de me concentrer que sur qu'est-ce que je mets dans mon sac, qu'est-ce que je mange à midi, qu'est-ce que je fais dans mon entraînement. Donc voilà. Après, en personne vraiment qui m'aide spécifiquement, j'ai un coach, une diététicienne nutritionniste qui fait aussi de la prépa mentale. J'ai tous ces kinés, j'ai les médecins quand j'ai besoin. J'ai pas mal de personnes qui m'aident, notamment mon vélociste et mon vendeur le gérant de Terre de Running qui me trouve des paires de chaussures qui existent nulle part ailleurs, qui me dégote des trucs incroyables. Et ouais, mis bout à bout, tout ça, ça apporte une aide colossale. Bien sûr. Bien sûr. Donc qui dit Arthur dit forcément Félix, ton frangin. Est-ce que vous en tirez un avantage d'être tous les deux en course? Est-ce que vous pouvez faire une course d'équipe finalement? Est-ce que ça vous a déjà... est-ce que c'est un avantage? Je pense pas parce que il veut pas du tout, Félix. Ah ouais? Ouais, c'est pas... c'est tout à son honneur, hein, mais pour lui le triathlon c'est un sport individuel et ça se passe pas comme ça, on s'aide pas. Enfin, si on se retrouve ensemble, on s'aide, mais s'il se retrouve avec quelqu'un d'autre, il s'aidera, enfin, ils feront le travail à deux. Le fait qu'on soit frères n'a aucune incidence en fait sur ça, sur les dynamiques de course. Et du coup, la communication est plus facile parce que c'est un français, enfin, tu te retrouves avec un tchèque ou un italien parler anglais quand t'es à 160 pulses, c'est pas toujours facile, surtout avec nos niveaux d'anglais. Voilà, mais sinon, ouais, non, c'est pas particulièrement une aide. Et puis on s'entraîne pas trop ensemble parce qu'il est plutôt sur Grenoble. Donc non, pas plus que ça. Enfin, pas plus que n'importe quel autre français en fait. D'accord, pas plus qu'un n'importe quel autre français. Ouais, c'est ça. Ouais, je me disais peut-être que du coup ça leur a permis quelquefois de mettre qu'il y en a qui peut-être se sacrifie pour l'autre s'il sent qu'il est pas bien ou je sais pas, je pensais à quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, non. Dire ouais, vas-y, mets gros tempo, juste gros tempo dans une montée et puis faire sauter tout le monde, tu vois. Ok, d'accord. Et du coup, oui, il y a d'autres Français, parce que tu parlais d'autres Français, ça m'y fait penser. Il y a d'autres Français aussi qui cartonnent aussi. Ouais. Comment est la relation avec les autres Français? Bah pareil, Ouais, très bonne. très bonne, ouais. Enfin,
On est vraiment dans un petit sport, une petite discipline où tout le monde se connaît. Je pense on est trois, notamment avec Félix et l'autre Arthur, où il y a un vrai respect. Enfin, Arthur a beaucoup gagné, surtout l'an passé. Félix est en train de bien remonter. Moi j'avais pas mal gagné les années d'avant et j'ai fait un super début de saison. Et vraiment, ouais, il y a beaucoup d'estime. Et c'est pas évident de se retrouver avec eux sur une ligne de départ parce qu'on sait qu'ils sont vraiment très forts, qu'ils sont tous les deux capables de gagner. Et du coup, pour les battre, il faut soit être vraiment plus fort, soit il faut s'arracher la gueule. Donc voilà. C'est bien, c'est une concurrence saine. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je pense que tous les trois, c'est vraiment... Enfin, je dis tous les trois, un peu en excluant les autres, à tort, parce qu'il y a beaucoup d'autres Français qui sont super forts. Mais particulièrement Arthur, il a tiré tout le monde un peu vers le haut en relevant la barre, les records à chaque fois un peu plus haut. Yes. Il a quel âge? On a un mois d'écart, il est de Ouais, 94 aussi. Okay. D'accord. Si là en écoutant ce podcast ça chauffe un gamin, il se dit ouais je veux me mettre au cross triathlon, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, un conseil principal comme ça que tu pourrais donner à un jeune qui vient te voir et qui dit ouais je veux me mettre au cross triathlon? Eh ben, de bien s'entourer, de trouver un coach, un club ou une structure qui lui permettent de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça pourrait être très facile. En fait, chez les jeunes, c'est relativement facile d'être très fort très vite, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir une performance qui est durable. Et c'est compliqué quand on est jeune de s'entraîner beaucoup sans être très performant. Parce qu'on veut du résultat, enfin, et puis on est aussi dans un monde où on veut que tout paye tout de suite. Donc ouais, mon conseil ce serait l'inverse, ce serait vraiment de prendre le temps de construire une base ultra solide, ultra saine pour limiter le nombre de blessures, pour ouais, pouvoir perdurer vraiment dans le temps. Et je pense que c'est le fait de s'entraîner régulièrement pendant une grande durée, aussi de prendre du plaisir à ça et ouais, d'être toujours là qui permet d'accéder vraiment au haut niveau et de se faire plaisir. Et je pense que même si on ne monte pas jusqu'au haut niveau, s'entraîner de manière avant tout à être en bonne santé, c'est la base pour beaucoup de sports. Et je pense que si plus de gens faisaient ça, ils prendraient au final plus de plaisir en faisant du sport et ils auraient plus de bénéfices et moins de frustration. C'est certain. C'est certain. Tu disais, et c'est peut-être aussi avec ta casquette en STAPS, mais cette question m'intéresse, c'est pour ça que je rebondis dessus, c'est le fait que certains sportifs arrivent et cartonnent très vite, très tôt. Est-ce que tu penses que notamment il y a ça en cyclisme, je pense au cyclisme professionnel, où il y a des très jeunes à la Pogacar, etc., qui cartonnent très jeunes. Est-ce que tu penses que ces gars-là, à 30 ans, ils pourront encore être performants? C'est compliqué, parce qu'on trouve autant d'exemples que de contre-exemples. Ça dépend, t'as des mecs qui sont surdoués et qui, sans s'entraîner beaucoup, arrivent à être très performants chez les jeunes. Et pourtant, ils arrivent quand même, au fil des années, à augmenter un peu leurs entraînements, à ne pas se blesser, à continuer à progresser et donc à rester toujours un petit peu au sommet du panier, on va dire. Et tu as des gens qui ont peut-être un peu moins de capacité, tout ça, qui pour gagner doivent se rapprocher de leur potentiel un peu maximum. Et du coup, eux, quand ils passent dans les catégories un peu supérieures, qui rencontrent des gens qui s'entraînent plus, qui s'entraînent mieux, plus intelligemment, et ben forcément ils régressent un peu dans les classements. Donc le truc qui est important surtout, c'est de rester assez loin de sa limite maximum quand on est jeune. Vraiment se préserver et y aller étape par étape. Ouais, c'est dur. Je pense que quand t'es jeune, c'est vachement dur. C'est vachement dur. Mais c'est pour ça que c'est la structure, le coach ou le club qui doit un peu gérer ça. Mais c'est très dur parce que ça demande déjà d'avoir une idée du potentiel max de chacun des gamins qui est dans ton créneau d'entraînement. Et ça, c'est pas évident.
Et puis après, de monitorer l'entraînement de façon à ce qu'il reste assez loin de cette limite et quand même de le gérer suffisamment bien pour qu'il y ait une progression dans ses entraînements d'une année sur l'autre. Donc ouais, c'est un boulot de professionnel. Oui, t'as raison, c'est un travail. Ouais. C'est un travail d'être coach, de gérer la performance. Enfin, oui, de gérer ça. Quoi. Ouais. Et être un bon coach, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Est-ce que t'as des passions en dehors du triathlon? Ah ouais, plein. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? Déjà, j'adore bouffer et cuisiner, tout ça. Je trouve ça super cool et super satisfaisant de se faire à manger à soi, c'est cool. De faire à manger à des potes, c'est encore plus cool. Voilà. Après, tout ce qui est bricolage, je kiffe. Enfin, construire un truc, c'est comme quand t'es gamin à faire des Lego ou monter une armoire. Pour moi, c'est la même chose. C'est le même plaisir. Tu construis, tu bricoles. Voilà, et puis après, j'ai une pelleteuse qui fait râler ma chérie, mais une passion qui fait râler ma chérie, mais c'est les pelleteuses. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, j'adore ça. C'est pas vrai. Je te promets. Mais ça devient de ta formation, parce que tu avais fait une formation en bûcheron, non? Ouais, c'est ça. Ouais, technicien forestier. Technicien forestier. Ouais, c'est ça. En fait, cette formation, elle a éveillé une frustration énorme parce qu'ils nous avaient vendu un truc où on allait faire plein de trucs manuels et on n'a jamais rien fait en manuel. Ah ouais? Et du coup, pendant 2 ans, tous les jours, je me levais en disant allez, aujourd'hui, on va couper du bois, on va utiliser des grosses machines et jamais. Ah, parce que vous aviez pas le droit parce que trop jeune, c'est ça? Non, je sais pas, c'était pas dans le contenu formation. Je pense qu'il nous a pâté un peu avec ça, mec. C'était quoi, c'est un bac pro? C'était un BTS. BTS, ok. Et c'était à Saint-Étienne? C'était à côté d'Annecy. Ah oui, ok, Ouais. d'accord. Donc t'as fait des études loin finalement? J'ai fait 2 ans d'études à côté d'Annecy, après je suis revenu au STAPS de Saint-Étienne. Ok. Ouais. C'était la période un peu où je commençais le triathlon, donc après le lycée, je savais pas trop quoi faire. Je suis parti en gestion forestière parce que de base, c'est ça que. Enfin, je me voyais bosser pieds nus dans la forêt, en fait, c'était un peu utopique. Et du coup, j'ai fait ça, et après, je me voyais quand même pas trop bosser là-dedans, parce que c'est beaucoup plus dur que ça n'y paraît. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir avec l'image que je m'en faisais. Et comme à ce moment-là, j'avais attaqué le triathlon de manière assez sérieuse, je me posais pas mal de questions sur l'entraînement, comment ça fonctionne, tout ça. Et ça aussi, ça me passionne bien. La plupart des podcasts que j'écoute, des livres que je lis, c'est pas mal sur ça. L'entraînement, la préparation physique, ce genre de choses. C'est marrant parce que tu vois, que ça soit ton BTS ou ton sport, on est quand même sur des trucs vachement proches de la nature. Hein. Mm. Parce que je pense que. Enfin, j'imagine que c'est lié en fait. Au final. Bah ouais. Ouais, mais quand j'étais gamin, j'ai passé tous mes week-ends à faire des cabanes et ça a vraiment. Enfin, je me sentais bien et c'est ce que j'aime faire. Hein. Donc, je m'en éloigne le moins possible. T'es plus rural que citadin? Ah ouais. Ok. Et t'habites à Saint-Étienne? Et ouais. Et t'aimerais bien du coup habiter en périphérie de Saint-Étienne peut-être? Ouais, ça va, là, je suis bien. Hein. Enfin, là où j'habite, je suis vraiment dans la forêt en 8 minutes à pied. Donc, Oh, c'est précis. ouais, c'est précis, ouais. Mais ouais, enfin, j'ai pas l'impression d'être particulièrement en ville à Saint-Étienne. Enfin, il y a les commodités, mais c'est pas une grosse ville, c'est pas étouffant. Enfin, pas là où j'habite en tout cas. Ça peut l'être un peu plus en centre-ville. J'ai jamais habité en centre-ville. Ah, on a la chance d'avoir pas mal de parcs aussi à Saint-Étienne. Ouais. Toi t'es à Montplaisir, il y a Montjuset, donc ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de. Il y a quand Ouais. même pas mal de forêts. On a la chance d'avoir une ville qui a pas mal de forêts, pas mal de parcs, qui Ouais. restent quand même assez vertes. Bah ouais, et puis si vraiment tu veux partir, enfin, que ce soit à pied ou à vélo, tu commences à monter vers Rochetaillé, t'as tout le Pilat qui s'offre à toi, donc tu peux faire 100 bornes sans croiser une voiture. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Où est-ce que tu te vois dans 2, dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois pour l'avenir? Est-ce que tu as établi un plan finalement pour l'avenir? Non, j'ai pas vraiment de plan. J'essaie de me fermer le moins de portes possible et au contraire d'ouvrir pas mal de portes et de voir en fonction des opportunités qui s'offrent à moi. Mais pour l'instant, c'est peut-être plus à Saint-Étienne que je me vois parce que j'y suis bien, j'ai aucune raison de partir. Mais après, j'en sais rien. Je pense que si je partais, ce serait partir loin. L'idée, ce serait peut-être de parler une nouvelle langue. Donc Ok. voilà.
Mais écoute, j'en sais rien. En tout cas, je me vois toujours faire du triathlon dans 2, 5 ou même 10 ans, je pense. Et, euh, et voilà. D'accord. T'as un rêve ultime, que ce soit dans la discipline ou en général? J'aimerais bien, à terme, arrêter la compétition pour faire des trucs un petit peu plus encore variés, plus aventure, tu vois. Tout ce qui est raid, ça me parle bien. Le fait qu'il y ait d'autres disciplines, des trucs, du tir, de l'orientation, des choses comme ça. Des trucs aussi un petit peu canoë, kayak, j'aime bien. Je pense qu'au fond de moi, je suis pas tant compétiteur que ça. C'est pas un truc qui m'anime tant que ça. Et ouais, le côté un peu aventure, partir 2 mois en autonomie, des trucs comme ça me ferait bien. D'accord. Ça, pour le coup, ça m'animerait. C'est cool. C'est cool. Ouais, c'est marrant que tu dises ouais, que ça soit pas finalement le côté compétiteur qui te pousse à la performance, tu vois. C'est souvent Ouais. c'est le premier truc souvent que me disent les sportifs que j'interviewe. Ils me le disent pas nécessairement au micro, mais en off, tu vois, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est qu'au contraire, eux, ils sont hyper compétiteurs, donc c'est bien qu'il y a, que ça soit pas pareil pour toi, tu Ouais. vois. Je trouve ça cool. Ouais. Non, mais c'est marrant, mais ouais, il y a. Bah, rien que ma chérie, déjà, elle fait la course au feu rouge, elle fait la course. Sa vie, c'est une course, quoi. Enfin, on monte les escaliers côte à côte, il faut qu'elle arrive en haut. Moi, ça, je m'en fous. Enfin, je vais au vélo, je vais au travail en vélo, je me fais doubler 50 fois, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en fiche complètement. Donc, ouais, non, c'est pas. Moi, ce qui m'anime plus, c'est vraiment la progression. Le fait de me rapprocher d'une maîtrise de plus en plus parfaite, ça me stimule vraiment. Et du coup, pour l'instant, je me limite à 3 disciplines, mais je vais essayer d'ouvrir un peu À d'autres dans disciplines. quelques années. Ouais. Dans quelques années? Ouais, parce que pour l'instant, j'estime que je suis pas du tout à mon niveau de performance max en cross triathlon. Il y a encore plein de choses que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de pousser, de pousser. Il y a plein de trucs que je peux optimiser et tant que j'aurai pas l'impression d'avoir tout optimisé, d'être à 100% de mon potentiel, je pense que j'aurais pas envie de passer à autre chose. C'était pas ça en fait que je voulais dire. Mais en fait, quand je disais dans quelques années, c'était plus dans le fait que aujourd'hui on voit par exemple qu'il y a beaucoup de sports où ils croisent avec d'autres disciplines. Mm. Peut-être aussi pour le mental, pour voir autre chose, et c'était plus ça que je voulais dire. Tu peux, je pense, enfin j'en sais rien. Justement, je vais te poser la question. Est-ce qu'on peut performer en triathlon et en faisant peut-être une quatrième, une cinquième discipline qui peut être complètement différente? Je sais pas, la pétanque. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut faire d'autres disciplines et performer en triathlon? Ou est-ce qu'il faut se concentrer du coup sur les 3 disciplines du triathlon? Alors forcément, si tu veux être fort en triathlon, il va falloir te concentrer sur les 3 disciplines du triathlon. Après, ça n'empêche pas qu'à certains moments dans ta saison, tu puisses t'ouvrir un peu à d'autres disciplines. Mais je pense qu'il faut quand même rester un peu raisonnable. Enfin, si tu te prends à une discipline qui est ultra prenante, enfin, je sais pas, tu te mets en tête, je sais pas, de faire du parapente où il n'y a pas trop comment dire, de schéma moteur qui pourrait coller avec une des 3 autres disciplines du triathlon, c'est ultra prenant. Ça, je pense que ça peut être un frein. Après, si tu te mets à une autre discipline d'endurance, typiquement le ski de fond, que tu le fais en hiver parce que tu peux faire un peu moins d'autres trucs, ben c'est vachement moins compatible. Après, tu peux faire du ski de fond de manière débile. Si tu te mets à faire 400 bornes de ski de fond par semaine à fond, et ben forcément ça va venir impacter le reste parce que tu seras complètement sec et tu pourras même plus aller nager en ayant des bonnes sensations. Ouais, c'est Donc vrai. c'est toujours un petit équilibre et tout. Et je pense que tout est justifiable. Enfin, si ça se trouve, un archer qui fait du tir à l'arc depuis des années, qui se met au triathlon, il arrivera à justifier que le tir à l'arc c'est bien pour lui parce que ça l'apaise, parce que voilà. Si ça se trouve, un mec qui fait de la boxe, il arrivera à justifier la même chose. C'est pas forcément vrai pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est que chaque personne est différente aussi. Donc voilà,
faut rester ouvert un petit peu et faut arriver à se poser les bonnes questions. D'accord. Mais ouais. Et toi, du coup, tu fais exclusivement les 3 disciplines ou par exemple, dans ton année, tu vas avoir peut-être du ski de fond, de la randonnée, de la marche, je sais pas, t'as d'autres, ou de l'escalade, j'en sais rien. T'as des choses comme ça De manière ponctuelle, il y a pas mal de petits trucs que je m'autorise, Ouais. mais il n'y a rien qui est programmé d'autre. J'ai pas un cycle de ski de fond qui est prévu en avance. C'est plus pour le kiff alors. Ouais, c'est plus pour le kiff, justement, comme tu disais, pour varier un peu, casser la monotonie d'une semaine d'entraînement, te permettre de faire une belle séance alors qu'il fait -10 dehors et qu'il y a de la neige, ce genre de choses. Ou alors, à l'inverse, il fait froid, tu vas en salle d'escalade pour bosser un peu, ça change. Voilà, mais ouais, rien de programmé, rien d'interdit non plus. D'accord, ouais, super. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'avenir? Bah déjà de te rétablir, de revenir. Ça c'est en bonne voie, donc ouais, merci. Bah, après j'en sais rien, je pense que si je continue à me faire plaisir dans cette discipline, j'aurai toujours la motivation de continuer à progresser. Donc si tu me souhaites le plaisir et que j'ai le plaisir, ça me permettra d'avoir encore des belles années devant moi et de progresser. Et ça sera un cercle vertueux de plaisir et de triathlon. Mais en plus, je pense que c'est des disciplines où tu peux progresser encore très longtemps. Et ouais, Parce que même si tu as des curseurs qui vont baisser à certains endroits, tu as d'autres curseurs qui peuvent augmenter aussi dans d'autres endroits. Donc, ouais, typiquement la natation qui est un sport très technique, même si en vieillissant tu perds un peu en force, en endurance, tout ça, si tu arrives à optimiser la technique, tu peux nager plus vite à 50 ans qu'à 20 ans en étant pleine bourre. Yes, bah super. Est-ce que tu veux dire un dernier truc avant qu'on coupe ou tu penses qu'on a tout fait le tour de tout? On a fait déjà un sacré tour. Ouais, ouais, c'était bien. Bah super, je te remercie. Avec plaisir. J'ai passé un bon moment, c'était super intéressant. Ravi, moi aussi. Merci.